Quand le met au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton ballon, on est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire et sur Twitch. Et continuez à vous abonner, continuez à nous suivre sur Twitch pour nous apporter de la force, nous en apporter beaucoup. Mais continuez, ça nous fait plaisir. C'est la 10e de la saison ce soir et comme chaque semaine, eh bien, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui, à l'occasion du thème de l'émission de ce soir, va nous offrir sa plus belle imitation de Roland Courbis. Et oui, bonsoir Idriss. Salut Mathieu, salut à tous, salut la team. Et je vais pas te cacher, j'ai réfléchi toute la semaine à me dire mais comment il va me présenter parce que j'ai rien fait de mal cette semaine. Et je me suis dit bon et tout, bon ça va, je lui ai rien donné, on verra. Et ben voilà. On est amis dans la vie, donc les gens le savent, mais Oui. on sait que tu as une imitation de Courbis. Tu as le secret. C'est toi qui l'as le secret de l'imitation de Roland Courbis. Je suis le seul imitateur avec 3 imitations. C'est Oui. Vincent Moscato, Roland Courbis et Alexandre Ruiz. Voilà. Et c'est tout. Hein. Par Oui, contre, c'est tout. Si vous voulez aller voir un spectacle, c'est très court. Ça dure 10 minutes, mais voilà. On l'a déjà raconté, mais quand on fait nos petites soirées entre amis le week-end et tout, ils sont tous là à se raconter leur vie. Et dans un petit coin de l'appartement, il y a Mathieu qui m'écoute faire des imitations, il rigole. Ça nous suffit à être heureux. Mais voilà, on la fera pendant l'émission. On va pas casser le moral des gens à 1 minute 30. On te lancera dans l'émission. Voilà. Avec nous également, et puisqu'on est dans le thème, hein, je dirais notre Roland Courbis à nous pour sa capacité à jouer les pompiers de service et prendre avec brio l'animation de Passe ton ballon. Et il a encore prouvé la semaine dernière. Et oui, bonsoir Ama. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde, merci pour ce compliment. Mais je n'ai pas tant de talent à la présentation, donc je me contente de rentrer dans le rang, comme j'ai dit dans le chat. Je confirme. D'ailleurs, ça fait longtemps que vous n'êtes pas écharpés tous les deux pendant l'émission. Tiens. Ouais. Rappelez-vous, il y avait un petit gimmick l'an dernier dans mes introductions où j'aimais bien vous mettre face à face et vous faire vous disputer, c'était drôle. Mais moi, il m'a tellement blasé hier soir en FSGT que je laisse couler. Le moindre truc qu'il va dire ce soir. Ouais, on en parlait hors antenne, mais les gens sont. Et avec nous également celui qui ne voit en Balerdi que la piètre réincarnation de l'immense Eduardo Berizzo. Bonsoir Merwan. Bonsoir à tous, franchement je respecte Berizzo et franchement ton introduction me fait mal, mais bonsoir à tous les amis. Tu respectes Berizzo mais pas Balerdi. Non. Ça c'est clair. Non, je le respecte, ça a l'air d'être un bon gars, il fait plaisir à aller l'Argentine. Le nom, c'est parti sec. Ouais, non. Ah oui, le nom, tu peux pas faire sincère. Je parle bien sportivement, c'est tout. Les amis, vous l'aurez compris, on vous a concocté pour ce soir une émission spéciale consacrée aux années Courbis à l'OM. Et pour cela, on sera accompagné de l'un des spécialistes de cette époque, puisqu'il était encore un jeune adolescent fougueux à la fin des années 90. C'est Romain Canucci qui est avec nous. Salut Romain. Salut à tous, très content de faire partie de la bande le temps d'une soirée. J'étais un grand enfant, je n'étais même pas encore ado à cette époque-là. J'avais 12-13 ans, quoi. C'est un peu comme nous qui avons fait pour l'épisode 2 ou 3 de PTB, on avait fait un podcast sur les années Aimon Guéretz. Je crois qu'on était un peu dans le même cas que Romain pour ce soir. Jeunes années. Oh là là, regardez le chat, regarde le chat Mathieu. On a un invité, un spectateur de Marc. Surtout pour le thème de l'émission. Oh mais c'est salut Jacques Bail est avec nous. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jacques, merci d'être là. L'éternel bras droit de Roland Courbis, Jacques Bail. Qui avait parlé lors du Space il y a quelques mois qu'on avait consacré justement à cette période. Enfin, il avait parlé, il avait dit bon ça je veux pas en parler, ça je peux pas en parler. Non, elle avait été loquace. Oui, je rigole, ça va. Mais Jacques, si tu veux on attend tes réactions avec impatience dans les commentaires, n'hésite pas et on te lira. Il n'y a pas de souci. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Oui. Hein. Ça fait plaisir. On regrette l'absence de Amine Ben Seguir. Elle va être bien cette émission là. 4 minutes, on est en forme là, ça va être bien cette émission. Bon, en tout cas, Romain, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu nous avais déjà accompagné, toi aussi, un peu comme Jacques Bail, dans des spaces Twitter qu'on avait organisés l'été dernier notamment. Mais tu n'étais jamais venu nous voir dans l'émission, donc c'est ta première avec nous. Et écoute, on est super content de t'avoir ce soir. Bien sûr, ouais, parce que vous savez que je vous apprécie
dans la vie. Hein. Les gens sur Twitter, des fois, ils doivent se dire « Ah ouais, mais une fois, il a répondu sec à un tweet de lui, donc en fait, ils ne doivent pas être potes. Et en fait… » Les gens doivent comprendre que Twitter, c'est pas la vraie vie. Ah oui, complètement. Voilà, ça serait bien. Donc effectivement, on rappelle à chaque fois cette anecdote, mais vous étiez là lors du dernier match de foot que j'ai fait. Enfin, l'avant-dernier, puisque je me suis répété entre-temps, mais vous étiez là. Déjà, première nouvelle, même pas t'appelles. Donc voilà. Et, et deuxièmement, oui, on était là le jour où Romain s'est pété les croisés, malheureusement, avec Ama. Voilà. Ils m'ont entendu crier très fort. Ah oui, je pense que même Merwan à Grenoble, il t'a entendu. Hein. Ouais, c'était possible. Et je réalise que je devais rappeler Jacques Bail et que je ne l'ai pas fait. Écoute, si tu as eu un message à lui faire passer, c'est maintenant. Voilà. Jacques, donc, après l'émission, je te rappelle. Mais j'avais pour projet de ne pas venir seul. Moi, j'ai un peu l'impression d'être un peu le Clément Cotentin, quoi. Je suis là parce que j'ai avant tout un grand frère. Et donc j'ai reçu un appel de Roland Courbis dans l'après-midi, puisque du coup, je vous ai mis un tweet en disant ah ben tiens, et si on proposait à Roland Courbis de venir parler des années Courbis. Donc, il a vu le tweet et je l'ai eu au téléphone et il m'a dit un peu bon, Romain, c'est quoi ce bordel? Parce que bon, voilà, du coup, des années, on se connaît. Il a pu comprendre que j'avais été très fan adolescent de son travail, puisqu'on avait pu en parler de ces années-là ensemble, dans une discussion en off, comme je sais pas moi, comme quand tu rencontres, je sais pas moi, tu vas rencontrer, je sais pas, un Jamel Debbouze et tu vas te refaire tous les H avec lui ou quoi que ce soit. Bon ben voilà, moi, Mathieu le rêve. Mon truc c'était Roland Courbis et Mathieu le rêve avec Courbis Debbouze. Mathieu, imagine une soirée avec Ramsey. Incroyable celui-là. Mon truc c'était Roland Courbis et l'OM, donc on en avait parlé. Mais bon, en même temps, il sait pas non plus, il cautionne, je suis pas son protégé, son porte-parole. Donc, quand il voit, surtout qu'il sait que des fois, ce que je suis capable dans les trucs, dans les délires que je peux avoir sur des tweets et tout, et en gros, il m'appelle genre, c'est quoi encore, dans quoi tu vas m'embarquer? C'est quoi encore ton truc? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille. Donc, je lui dis, il y a un podcast avec les jeunes Marseillais, ils vont faire un podcast sur les années Courbis et tout. Il m'a dit, c'est super, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, au moment où je dis, c'est Skype, dans ma tête, au moment où j'ai dit ça, laisse tomber, Roland. C'est quoi? Je t'enverrai un lien et tu écouteras. Pour corroborer ce que tu dis, il y a Jacques Bail qui nous dit dans le chat, il a un Nokia de 1980. Et oui. Alors, en fait, j'avais fait un live Instagram l'an dernier pendant le confinement. Oui, j'avais regardé, ouais, très intéressant. Et pour l'anecdote, c'est sa compagne qui avait tout paramétré, qui avait tout fait et qui, au dernier moment, lui avait donné le téléphone en disant voilà, tiens, là, tu n'as plus qu'à parler, tu regardes là et voilà. Alors, pour la petite histoire, Mathieu et Ama sont au courant parce qu'on l'avait fait ensemble l'année dernière, mais en fait, on avait reçu un journaliste, en l'occurrence Sofiane de Winamax, on peut le citer, hein, qui nous avait dit, les gars, parce qu'on l'avait dit, on est fan de Courbis, à l'époque, il faisait des émissions avec Winamax. Il disait ouais, mais je peux vous l'avoir, en vrai il est super accessible et je suis sûr qu'il kifferait. Et donc j'avais un peu travaillé sur ça, je l'avais pas eu directement, mais on avait un peu parlé vite fait pour préparer une petite émission, en plus pour le coup pour parler de ça, hein, des années qu'il avait coaché à l'OM. Et après les personnes que j'ai eues m'ont dit deux choses. Une, le podcast il dure combien de temps? J'ai dit 1 heure, on m'a dit aïe. On m'a dit aïe. Et deuxièmement, on m'a dit ah ouais, mais en fait, s'il est à distance, il va commencer à parler. Si vous n'êtes pas avec lui et tout, laisse tomber. Donc au final, on a laissé tomber, mais j'ai dit je vais continuer à me battre l'année prochaine ou plus tard dans l'année. Non, mais il est génial là-dessus. La première fois d'ailleurs qu'il a eu ça, c'est Jacques Bail, je crois, qui lui avait montré un extrait du talk où ça parlait à un moment donné de cette époque-là, et je disais, mais vous êtes des fous à l'époque, le jeu déployé par l'équipe était monstrueux, vous vous rendez pas compte. Et il lui avait montré l'extrait, et du coup, j'étais allé manger à midi avec des amis, je retournais au bureau, et j'ai un appel sur mon téléphone, je décroche, et là, il y a une voix, c'est la voix de Roland Courbis, on a tous des amis qui imitent Roland Courbis, et commence à me dire j'ai vu ce que tu as fait dans l'émission où tu as parlé de moi, franchement c'est gentil. Et au moment où je réponds de rien Roland, j'étais persuadé que c'était un pote qui me faisait une vanne et qui prenait la voix de Courbis.
Sauf qu'en fait, c'était vraiment Roland Courbis. Et en fait, bon, je n'ai pas fait le truc de lui dire, comme sous les Diawara ou quoi que ce soit, de dire vas-y, ferme ta gueule, je sais que c'est pas toi. Je l'ai laissé parler. Mais sauf qu'au bout d'un moment, il enchaîne avec précision et je vois que c'est lui. Je lui dis, mais j'ai dit ça, c'est pas pour être ami, pour gratter des infos ou pour jouer un jeu. C'est vraiment ce que je pense. À l'époque, ça jouait bien. S'il y a des trucs auxquels je ne suis pas d'accord, je n'hésiterai pas à le dire. Et là, il démarre, mais vraiment, bon, parce que par exemple, je n'aime pas quoi. Donc là, je lui dis, par exemple, Yannick Fischer, je ne suis pas fan. Et là, il commence à me partir, mais vraiment sur tout. Puis je lui dis, tiens, la gestion de tel match, je trouve que voilà, on perd là-dessus. On ne devait jamais perdre ce match. Et là, en fait, il part sur des explications, mais sur chaque truc. Donc, il voyait que je me rappelais qui était dans le groupe, qui avait été aligné et tout. Donc, il aimait bien qu'il y ait du répondant. Mais en fait, ça a duré bien sûr 2h30. Et heureusement que maintenant, sur les téléphones, on a les preuves de conversation et les durées. Parce que je suis bien sûr, j'ai ouvert la porte du bureau, il devait être 16h. Donc les autres m'ont regardé, genre ça va, c'est bien le repas, tout s'est bien passé. Donc j'ai dit, les gars, vous n'allez pas me croire. Et j'ai eu Courbis pendant 2h30. Et donc j'ai sorti mon téléphone, j'ai montré, regardez, la conversation dure 2h30. Ça m'a un peu sauvé. J'aurais pu avoir un avertissement, un blab. Mais oui, il est super prolixe sur cette période et qui est une période passionnante. J'ai vu, donc je sais pas, j'ai vu que sur Twitter, il y a forcément des mecs. Ah, vous êtes des escrocs, vous glorifiez des escrocs de l'OM et compagnie, machin. J'ai un peu du mal avec ça dans le sens où je dis pas que tout était blanc et compagnie, mais à ce moment-là, j'ai envie de te dire, on peut le voir de partout. Mais de ne pas comprendre qu'on regarde ça avec une certaine nostalgie d'une certaine période et qu'on n'est pas forcément d'avoir l'angle c'est plus ce que tu as vécu pendant cette période-là que la judiciaire quand on évoque un truc. Enfin, je veux dire, est-ce que vous allez prendre tous les musiciens est-ce que vous allez voir Phoenix, par exemple, on n'écoute pas les mêmes musiques que toi, Romain, en leur disant, les gars, vous avez l'album qui a bercé votre enfance, c'est l'album de Michael Jackson. Voilà, Michael Jackson, c'est un pédophile, donc vous n'avez pas honte d'avoir pris un pédophile comme. Voilà, à l'époque, tu sais pas, quand tu vis ça enfant, quand ça t'inspire, c'est autre chose. Nous, c'est pareil, il y a des trucs à l'époque, on ne savait pas forcément et on était à fond dans cette équipe et on la regarde toujours avec une certaine nostalgie, comme tous les gens qui ont grandi dans les années 80 et qui ont écouté Michael Jackson, même si aujourd'hui ils savent que Michael Jackson, ce qu'il a fait, c'est très très grave, c'est répréhensible, c'est impardonnable, c'est tout ce que vous voulez. Sa musique, elle reste et elle perdure. Tu dis pas, Michael Jackson, je le raye de ma vie. Aujourd'hui, tu vas peut-être plus acheter des disques de lui, tu vas peut-être plus aller à ses concerts. Mais ce qui s'est passé avant et quand tu savais pas, tu dis quoi ? Tu vas pas rayer ça de ta vie, non ? Je sais pas. Vous, Michael Jackson, il n'a pas été condamné, Jackson, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas parce qu'on parle de l'époque qu'on reçoit la personne on parle entre guillemets de ce qu'il a fait sportivement à l'OM. Et tout ce qui se rattache à l'homme, on n'est pas en train de glorifier, on est juste en train de développer un sujet. Donc en soi, ça me rappelle un peu, tu sais, les débats qu'il y avait avec Polanski, est-ce qu'il faut dissocier l'homme voilà. Alors, je précise quand même, on prend des exemples marquants avec Polanski et Michael Jackson. Pas un violeur, Courbis. Dans l'échelle du mal, je veux dire, tu vois, ils sont même pas dans la même catégorie. Ouais, même ceux qui détestent le plus profond Roland Courbis, il a jamais fait des saloperies comme les deux autres. Il a jamais gâché la vie de quelqu'un. Ça va. Donc, vu que Jacques nous écoute, Jacques, tu pourras dire à Roland que c'est un peu le Michael Jackson de l'OM. Voilà. C'est ce qu'on retiendra de cette comparaison. On va évoquer. Et ouais, Montpellier, c'était ton thriller, Courbis. C'est ça. On va évoquer cette période donc, qui a débuté de l'été 97 et qui s'est terminée à l'automne 99, qui a vu l'OM atteindre une finale de Coupe d'Europe, passer à un match, on va dire, curieux, au Parc des Princes, passer à un match d'être champion de France. C'est aussi une période étrange pour le club, notamment sur le plan judiciaire, on en reviendra aussi. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, donc sans plus tarder, Passe ton ballon, saison 2, épisode 10, c'est parti, Idriss, jingle. Les années Courbis, donc on va partir de l'été 97, on va aller jusqu'à novembre 99 lorsqu'il s'est fait débarquer de l'OM. On l'évoquait là déjà un petit peu, et Romain tu en parlais. On va parler de jeu, on va parler aussi de palmarès, même si il n'a pas garni l'OM, l'armoire de trophées de l'OM. Mais il en est passé pas loin. On va débuter avec cette période 97-98, donc sa première saison. Il arrive à l'été 97, Roland. Il arrive avant.
Ah, écoute, vas-y, commence si tu... vas-y. Alors, j'en parle. Donc, ouais, vraiment, je précise qu'effectivement, j'avais 12-13 ans à cette époque-là. Donc, on peut se dire, putain, lui, il se le joue à Monsieur Je sais tout, alors qu'il se contentait de lire les pages sport du Provençal à l'époque. J'ai eu l'occasion, du coup, de fréquenter, de rencontrer des acteurs de cette période-là, des gens qui ont bien connu ça. Parmi lesquels tient Christophe Champy, que vous connaissez tous, à qui j'ai proposé, mais qui était pris malheureusement ce soir, mais qui j'ai proposé de nous accompagner aussi pour cette émission. En plus, Orelsan à moi, si je suis Clément Cotentin. T'en es témoin, Romain. Moi, j'étais très heureux et très honoré de faire l'émission hier avec lui, Christophe Champy. Un éminent. Tu as fait un apéro avec lui, du coup, tu as fait un début d'émission. Non, bah après le pauvre. Il y avait des problèmes techniques. Mais sinon, ouais, Christophe Champy, il ne faut pas oublier, faut mettre du respect sur ce nom. Bien sûr, et donc qui a bien connu tout ça. Donc j'avais parlé avec lui, avec plein d'autres. En fait, dès que j'avais vu une personne concernée à l'OM sur cette période, je demandais plein de questions. Donc c'est vrai que j'ai magasiné pas mal de trucs. Et effectivement, l'histoire de Courbis en fait démarre déjà avant. En fait, parce que il n'arrive pas vraiment à l'été. Il a déjà des mois en fait avant. Il est déjà en train de programmer sa venue à Marseille. Et maintenant, comme il a participé avec notamment le vestiaire sur RMC, ils ont fait beaucoup d'émissions où il recevait des périodes de cette époque-là, des personnes de cette époque-là. Même lui a lâché un peu des trucs là-dessus par bribes. Ouais. Alors, faut tendre l'oreille, il faut bien écouter. Mais il expliquait, voilà, pour pas mal de cas, qu'en fait, déjà 6 mois avant, il avait rencontré Robert Louis Dreyfus et que, voilà, 6 mois avant, il savait que ça allait être lui le nouvel entraîneur de l'OM. Alors, ça plaisait pas forcément à Gérard Gilly, qui était en poste et qui se voyait bien continuer avec, sachant que ça allait être le premier mercato où Robert Louis Dreyfus allait mettre de l'argent. Mais ça sera Courbis et il y a ce truc. Juste Romain, je te vraiment juste très rapidement, c'est juste pour dire, juste pour rigoler et pour la vanne, Roland Courbis, juste avant d'arriver à l'OM, il était entraîneur de Bordeaux. C'est pas l'entraîneur de Metz ou un mec qui était sans club. C'est l'entraîneur. C'est ça. Il était entraîneur de Bordeaux. Il avait eu quand même pas mal de résultats avec Toulon au début des années 90. C'était pas un entraîneur sans club qu'on récupère par défaut, quoi. C'était pas. Et pareil. Pour faire vite fait une analogie, c'était pas Rudy Garcia 2016 qui est sans club et une opportunité. C'est tu voulais Courbis. Rudy Garcia. Non, mais ça ressemble un peu. Alors tu peux te dire Rudy Garcia 2016, il avait fait Lille, l'AS Roma quand même. Non, je te parle pas au niveau du CV. Je te dis au moment où il arrive. Oui. En fait, tu vas débaucher Courbis de Bordeaux. Tu récupères pas le meilleur entraîneur libre sur le marché. C'est ça, et en fait à Bordeaux, il est rappelé donc après une saison où ils avaient fait finale de Coupe d'Europe, donc contre le Bayern, mais où ils avaient fini 15e en championnat. Et lui, il arrive derrière et il remet direct Bordeaux d'aplomb parce qu'ils finissent 4e, pas très loin d'ailleurs du podium. Et il avait révélé dans cette équipe un joueur dont vous vous souvenez sûrement, c'est Ibouba. Oui, j'avais parlé de Zidane. non, Zidane était déjà parti à la Juve. Ouais, quand il c'est pour ça, en fait, lui, il récupère Bordeaux. Bon, bref. Il récupère en fait un Bordeaux qui était 15e du championnat, où il y avait Zidane, Vichgue, Lizarazu, Dugarry qui se cassent. Et il arrive à faire passer cette équipe de la 15e à la 4e place, en allant notamment chercher ce Ibouba au Havre, et qui avait fait une super saison avec Bordeaux et qui est vendu direct au Milan AC derrière. Ouais. Et en fait, mais Courbis, alors qu'il fait cette équipe-là et qui commence d'ailleurs à faire des transferts à Bordeaux en leur disant tiens, vous allez prendre ce Johan Mikou, tiens, vous allez prendre ce Lilian Lasland, ce Sylvain. Il a construit l'équipe qui allait lui voler le titre, entre guillemets, 2 ans après. Il s'est bien carré tout seul, oui, c'est ce que tu veux dire, c'est totalement le cas. et en fait, il était quand même déjà à se projeter sur je vais aller à Marseille. Et il était déjà dans cette optique-là, notamment avec des joueurs de Bordeaux qui s'est dit lui, je vais le récupérer. Donc dans le lot, il y a Cyril Domoro où il se dit lui, je vais le prendre de suite. Il a dit je vais prendre aussi Patrick Colleter. Donc Patrick Colleter qui disait t'es sûr de vouloir m'emmener à Marseille parce que bon, je suis quand même un joueur étiqueté PSG.
Pas n'importe quel PSG. PSG des débuts des années 90. J'étais, les OM PSG, j'ai quand même filé pas mal de coups aux Marseillais. Je pense que je vais pas être très bien accueilli au Vélodrome. Il lui a dit non, mais mon pote, t'as pas compris, t'as pas le choix. Je t'ai pas dit, tu vas aller à l'OM. Je t'ai dit, tu vas aller à l'OM. Il n'y a pas de point d'interrogation. Donc, il l'a pris avec lui parce qu'il avait besoin un peu de taulier dans son vestiaire. Bon, ça n'a pas marché, mais bon, il l'a pris et il avait même vu un petit jeune du centre en disant, toi, fais encore une petite année à Bordeaux et je te récupère derrière. C'était Peter Luxin. Du coup, il fera signer un très gros contrat d'ailleurs. L'année d'après. On parlait de ça parce que c'était 12 ans, c'est ça un truc 11 ans, ouais. Il lui fera signer un contrat de 11 ans. Il n'y avait pas une loi à l'époque qui disait que maximum c'était 5 ans. C'est ça, et du coup, ils n'avaient pas validé son contrat pour ça, et il n'avait pas pu jouer la première journée à cause de ça, de championnat. L'OM, mes amis, c'est fou. Le seul club. Ça veut dire, juste pour vous donner une idée, ça veut dire que Peter Luxin allait être sous contrat jusqu'à l'OM de Deschamps, à peu près. C'est un peu ça. Mais est-ce que tu peux nous dresser rapidement pour les plus jeunes comme moi, peut-être, qui étaient vraiment en bas âge à cette époque-là, qu'est-ce que c'était l'OM à l'époque, qu'est-ce que ça représentait? Alors, sportivement, où est-ce qu'on en était, quoi? L'OM remonte en D1 en 96, après donc 2 années en D2 suite aux problèmes administratifs et financiers de l'affaire VAOM. C'est si joliment dit. Ils finissent champions, mais on leur dit restez quand même une année en D2, on ne sait jamais. Donc ils remontent en la deuxième saison alors qu'ils ne sont pas champions, mais tout le monde se dit voilà, on a fait 2 années où on a marché sur tout le monde en D2 avec Cascarino, Libra devant. Donc nous revoilà, on va y aller, on va tout casser, mais saison très compliquée 96-97 parce que tu remontes. Et moi j'ai vraiment commencé à suivre l'OM avec ces années en D2. Donc je me dis on remonte, pour moi c'était on va être dans les 5-6 premiers, on va jouer l'Europe et compagnie. Bon, des illusions totales parce que c'était une équipe où tu avais pas mal de coups qui étaient en fait. Tu étais sûr parce que tu t'es dit, on a pris Kopke, que tu avais vu à l'Euro, on a pris Lechkov, que tu avais vu avec la Bulgarie, tout ça. Donc, tu t'es dit, on a une équipe, on va faire un truc. Et en fait, c'était quand même une grosse majorité de flops. C'est une saison très compliquée. Et tu finis 11e. C'était vraiment pas terrible. Enfin, tu gagnes un match, tu savais pas que tu allais gagner. Enfin, le suivant, tu pouvais être sûr qu'à l'extérieur, tu perdais quasiment tout le temps. Enfin, bon, voilà, c'était pas... D'ailleurs, je crois que tu fais 0 victoire à l'extérieur cette saison-là. Et donc, tu as Gilly sur le banc. Entre-temps, tu as Dreyfus qui arrive. Il y a aussi le stade qui est en travaux parce qu'il doit être refait pour la Coupe du Monde 98. Donc, il y a plein d'éléments qui fait que la saison 96-97, c'est vraiment pas un truc terrible. Mais tu sais qu'à Robert-Louis Dreyfus qui arrive. Et donc, tu as cette scène Dreyfus qui était le grand patron d'Adidas à l'époque. Hein, c'est ça. Justement, si je peux rebondir sur ça, Dreyfus, vu les moyens qu'il avait, le boss d'Adidas et tout, pour les plus jeunes, à quel projet contemporain tu peux le comparer, vu les gros moyens qu'il avait au niveau personnel? Lui, il avait trouvé une formule dont vous allez sûrement vous rappeler. Pour lui, l'OM, ça devait être le Bayern du Sud. Le Bayern du Sud, ouais. Il arrive, il se dit l'OM, on doit être une grosse écurie, on doit être un truc qui fait le spectacle, mais où on dégage vraiment des ressources marketing. Et c'est vraiment lui qui arrive avec un délire. On veut faire du marketing, on veut que les petits aillent en classe avec des cahiers OM, on veut que ce soit que l'OM soit une marque. Alors, ce qui aujourd'hui, en 2021, nous semble tout à fait logique, mais à l'époque était très très mal vu par les supporters et qui disaient mais qu'est-ce qu'il veut faire de notre club? Et tout le monde lui disait bon, on n'est pas contre, mais fais-nous une équipe quoi. Il nous manque qu'un truc, c'est une équipe. Et c'est vrai que du coup, Robert-Louis Dreyfus, au moment de se dire il me faut un homme fort pour le projet. À Marseille, on lui présente assez rapidement Courbis parce que recrutement. Courbis, comment vous dire, il avait déjà des gens qu'il aimait bien à Marseille, hein, on va dire ça comme ça. Notamment, on a souvent dit sur tous les hommages à Bernard Tapie que Bernard Tapie était quelqu'un qui savait comment ça s'appelle, s'entourer et qui est un mec qui n'y connaissait rien au foot et qui progressivement est devenu un monstre en football parce qu'il s'est entouré de personnes et il les écoutait.
Alors, ça se sait pas sur le moment. Moi, je le savais pas parce que je voyais des passes d'armes dans la presse et compagnie. Donc, j'étais loin de soupçonner ça. Je l'ai su des années après. Mais Courbis, c'était un des conseillers occultes de Bernard Tapie au début des années 90. C'est un des mecs, alors qu'il était entraîneur de Toulon, que Tapie aimait bien appeler pendant 2 heures pour comprendre un peu plus le football, lui dire tiens, toi tu ferais quoi avec ça, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça. Donc forcément, il y a des gens qui vont s'imaginer ah ouais, Courbis en fait déjà il tirait les ficelles et en fait c'est le chevalier d'or du Gémeaux devant. Non, les gars, calmez-vous. Enfin, je veux dire, Galtier quand il a commencé à être entraîneur, il appelait Deschamps toutes les semaines alors que Deschamps était l'entraîneur de l'OM. On n'a pas dit c'est des soucis d'équité sportive ou quoi que ce soit. C'est un pote qui appelle un autre pote qui lui demande des conseils et après c'est lui qui tranche. Là c'est pareil, mais c'est pour dire Jacques que Courbis dans le chat. Courbis était déjà extrêmement reconnu dans le milieu du foot comme un mec qui sentait le football comme personne et comme un mec qui était capable, ce qu'il a fait avec Toulon, il a pris Toulon, Toulon. C'est une équipe à la base, c'est une équipe de nationale, de Ligue 2, de ce que tu veux. Et il en a fait d'un petit club, il en a fait c'est comme s'il te prend Istres ou Martigues et qu'il te les met en D1 pendant aujourd'hui de manière pérenne. Je veux dire. Tu sais, il y a un mannequin qui avait visé la Ligue 1, la Ligue 2 avec Martigues d'ici 2022. Hein. Oui, voilà. 2022, c'est dans pareil. C'est peut-être un peu moins beau. Tu as 70 rétrogradation administrative cet été, c'est bon, hein, il reste un an. Hein. Ça peut se faire, mais non, mais voilà. Donc, ça jouait comment, Courbis, à l'époque Ça jouait comment en termes de jeu à l'époque? C'est quoi qui le caractérisait? Comment est-ce qu'on le voyait en tant qu'entraîneur? On le voyait, il avait quelle image en tant que technicien? Je fais un peu d'autopromo. Il y a Christophe Champy du coup qui a fait un super Fossé un mag sur l'histoire du beau jeu à l'OM. Et dedans, il y a une c'est gratuit sur le site, c'est gratuit, gens, c'est en PDF. Sur le site du Fossé 1, c'est un PDF, c'est complètement gratuit. Et c'est super intéressant parce qu'il y a une interview de Didier Roustan qui rappelle un peu tout ça, qui se dit en fait, avant, il n'y avait pas les télés. De toute façon, avant la Coupe du Monde 98, le foot en France, c'était vraiment une affaire de passionnés et pas plus. Ça n'allait pas au-delà des mecs qui étaient abonnés à Canal. Et en fait, le côté tactique, est-ce que c'est un coach offensif, défensif, tout ça, ça n'existait pas. Mais Courbis, c'était connu pour être un mec qui te transforme un peu des joueurs et qui va parler à un mec en lui disant « Non, mais toi, je sais que tu es un monstre et tout », et le mec devient fabuleux alors que, après, c'est personne. C'est ce qu'il a toujours fait, même dans ses dernières arrivées sur les bancs de Ligue 1. Quand tu vois le Boudebouz de Montpellier, t'as l'impression il était capable de tout. Après, Boudebouz, c'est un joueur qui est ultra talentueux, mais c'est un des meilleurs joueurs du championnat. Sur la saison Bielsa, là, quand il vient au Vélodrome jouer faux neuf, il met le scandale à toute la défense marseillaise, sans parler des 6 mois d'Ousmane Dembélé à Rennes. Roland, c'est un joueur qui a toujours su exploiter le talent de ses joueurs. C'est ça. Et alors déjà, à l'époque, il avait un truc qui existait peu, c'était de changer les mecs de position, de dire toi tu vas jouer là, toi tu vas faire ça, et qui adorait en fait les coups tactiques. Et je trouve que ce qu'on lui a pas assez rendu plus tard, c'est que en fait, il est vraiment totalement, il s'inscrit. On y parlera surtout la deuxième saison, mais c'est un mec, l'équilibre offensif, le nombre de joueurs offensifs qu'il empilait dans une équipe, c'était impressionnant. Parce que t'as dit le mot équilibre là, t'es ouf. Parce que l'équipe de 98, c'est Porato, Blanc, Domoro, Blondo et je sais plus qui à gauche, ça va me revenir, c'est pas grave, on s'en fout. Il y avait Edson. Voilà, Edson. T'avais Eric Roy au milieu avec Daniel Bravo s'il fallait, et t'avais 4 attaquants avec Maurice, Titi Camara, Ravanelli, Dugarry, Pires. Même 5 du coup, parce que t'avais un mec devant la défense et derrière ça montait et ça prend pas en compte le fait que Laurent Blanc, il jouait 9, il jouait 10. Ouais, qui était sensationnel, c'était comment dire. C'était les prémices de Van Buten, quoi. Et en même plus technique, quoi. Laurent Blanc, c'est au-dessus de Van Buten. Hein. Ah oui, non, tout à fait. Je te parlais en termes de stats. Chaussettes baissées, Copa Mondial, c'est parti, on y va. Ah non, mais en fait, Courbis avait ce truc-là, et je trouve que c'est pour ça que les mecs qui, notamment quand il a commencé à critiquer Bielsa, ou là qui critiquent Sampaoli, disent c'est un vieux aigri, nanani, nanana. J'ai envie de dire, mais en fait, vous vous rendez pas compte que c'était lui il y a 20 ans. C'est-à-dire que Courbis,
on peut parler de ce qui lui a coûté, mais en tant qu'entraîneur sportivement, parce que j'ai envie de dire, il a toujours en fait mis le sportif au-dessus, ce qui fait que son comportement, tout ça, tu pouvais rien lui reprocher parce qu'il y avait le sportif au-dessus. Et ce qui lui a coûté sportivement, donc ce qui fait qu'après on a vu le reste, c'est que sportivement, il a viré dans le trop offensif. Donc, quelque part, c'est le même que Sampaoli et comme Bielsa. Et je pense que là, on rentre dans un aspect psychologique. Alors, je ne suis pas son psy, mais je pense qu'il ne se rend même, lui, pas compte que quand il est là à critiquer des entraîneurs de l'OM, c'est en fait, il a ce truc de dire, putain, mais arrêtez de faire les erreurs. C'est le père qui dit à ses enfants, mais qui interdit à ses enfants de fumer en disant, putain, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que moi. Donc là, tu es en train de nous dire que Courbis, c'est potentiellement un papa de Bielsa. Le raccourci, je l'attendais. Figure-toi que la maman de Bielsa était... Non, je t'écoute. Elle était avec Luigi Alfano à Toulon. Non, mais en fait, c'est... Attends, juste pour donner un petit secret de l'émission, j'étais en train de... Avec Ama et Mathieu, on se donne les petits moments de l'émission à découper pour en faire la promo dans la semaine. Et je viens de dire à Ama, il faut découper ce moment Bielsa Sampaoli, justement pour un peu affoler les réseaux cette semaine. Non, mais c'est ça pour ça que j'ai réagi, c'est que c'est quand même quelque chose d'important que tu nous dis, parce que c'est vrai que Courbis, maintenant, il a un peu une image, quand les gens entendent Courbis aujourd'hui, dans le paysage du football français, c'est un peu une odeur rance, une odeur du passé. Et là, en fait, ce que tu nous dis, c'est que, alors qu'à l'époque, pas du tout, c'était plutôt quelqu'un d'iconoclaste, quelqu'un qui va tester, qui va expérimenter, qui va avoir une certaine idée du football. En fait, c'est exactement ça. Et le problème, c'est que Courbis, j'ai envie de te dire, Courbis, c'est les Rolling Stones et Reynald Denouex, c'est les Beatles. C'est-à-dire que comme Reynald Denouex, il s'est arrêté, on reste sur Reynald Denouex, l'adepte du beau jeu, le garant des valeurs, et puis c'est un mec incroyable et tout. Il a pas eu le temps de se mais c'est parce qu'il n'a plus rien fait derrière. Donc tu restes sur cette image de Reynald Denouex, le meilleur. Et en fait, Courbis, il a continué à cachetonner. Courbis, il est allé en Russie, il est allé au Qatar, il prend des sous chez RMC. En Algérie aussi, à Alger. Voilà, donc du coup, tu te dis forcément le côté, la légende que peut avoir le mec ou l'aura qu'il peut avoir, forcément, elle s'effrite. Avec les années, les méthodes qui changent. Mais c'est aussi un peu de sa faute, Romain, entre guillemets, dans le sens où j'ai lu des interviews d'époque où il disait, c'est même pas il laissait entendre, il a dit clairement, l'OM risque d'être mon dernier challenge, je ne me vois pas ailleurs et tout, et finalement il a fait plein de clubs ensuite. Je pense qu'en fait, la manière dont, l'OM, la manière dont il a vécu, je pense que c'était le rêve de sa vie et ça se finit forcément, ça lui laisse derrière. Je pense que c'est une blessure, il a mis des années à s'en remettre. Je pense qu'il s'en est jamais vraiment remis d'ailleurs, mais je veux dire, on est tous imagine, on a la chance de devenir entraîneur de l'OM, et on s'en remettrait jamais. Je veux dire, quand tu es Marseillais, tu vis ça. Bien sûr. Il est marqué à vie. C'est un mec, c'est comme tu m'expliques un mec, il est marié à une meuf pendant 30 ans, ils ont eu des enfants ensemble et tout, ils divorcent. Tu peux me dire, il peut refaire sa vie ou quoi que ce soit, mais voilà, la femme de ta vie, c'est celle avec qui tu es resté pendant 30 ans, avec qui tu t'es séparé, et c'est ce qui te marquera. Tu peux te taper des mannequins de 20 piges derrière, ça ne changera rien. Vincent Cassel, tu nous écoutes. Mais tu sais, tu parlais de ses interventions dans l'émission Le Vestiaire d'RMC. Il y a plein d'extraits qui traînent sur YouTube. Allez voir, c'est passionnant. En plus, moi, j'aime beaucoup cette émission. Où il parle de cette époque-là. Et tu sens que quand en plus, il y avait des périodes où le banc de l'OM était un peu vacant. Et ça lui en parlait. Il disait, ouais, mais c'est compliqué. Non, mais tu vois, il y a toujours le truc. Tu sens qu'il a envie, mais qu'il a encore une petite trace. Et en plus, en faisant un peu des recherches pour l'émission, il avait déclaré il n'y a pas longtemps, quand l'OM s'était séparé de Villas-Boas en janvier. Oui, bien sûr. Si l'OM m'appelle, voilà. Il a dit si l'OM m'appelle, si l'OM a besoin. Voilà, c'était là la phrase. Et pour moi, elle était lourde de sens. Si l'OM a besoin, j'y vais. On parlait de pompier de service tout à l'heure. Ah, mais je pense que c'est un truc. Cette seconde chance qu'il n'a jamais eue, ça lui forcément ça lui trotte dans la tête. Alors bien sûr maintenant c'est trop tard et compagnie, d'accord, et puis
c'est passé, mais je pense qu'il y a un truc. En fait, déjà, pour revenir à ce qu'on disait sur vraiment son entrée, quand il y a Robert Louis Dreyfus qui arrive et qui veut donc monter un projet, il se dit il va me falloir un entraîneur. Il n'y croit pas trop à Gérard Gilly. Et il voit Roland Courbis, et Roland Courbis le charme, mais comme il sait faire, il est rentré dans son cerveau et il a refait toute la déco à l'intérieur. Et en fait, il y a une image, mais je vous jure, cette photo, si je la trouve, j'en ai rien à foutre, je la fais encadrer, je la mets dans ma chambre. Elle est tellement significative de cette période. Tu vois, en fait, Courbis, ils sont, je crois, au Sofitel ou quoi, hein, bien sûr, à l'époque, tout se passait là-bas. L'Intercontinental n'existait pas. Et c'est vrai. Et tu vois une photo en fait où tu as Courbis qui parle et il a les deux mains bien ouvertes et il regarde ses mains pendant qu'il raconte un truc et tu vois Dreyfus qui le regarde. Ah, c'est les yeux de l'amour. Il peut lui dire ce qu'il veut, l'autre il y va. Donc on arrive sur cette période et sur cette intersaison 97. Alors le dernier match de la saison 96-97, l'OM perd 8-0 à Lyon. Ouais, plus grande défaite de l'histoire des Olympico. C'est un peu la honte. Alors, effectivement, Lyon avait besoin de marquer beaucoup de buts pour se qualifier en Coupe Intertoto parce qu'ils étaient au coude à coude pour finir. Donc, étrangement, ça faisait leurs affaires. La magie du football. La magie du football, mais il y avait aussi une sérieuse envie pour beaucoup de joueurs de l'effectif dont on avait dit bon, ça serait bien de savonner la planche de notre ami Gérard Gilly pour faire place nette la saison suivante. On a Axel, notre ami Axel, qui nous dit la succession par Casoni, il a sûrement très mal vécu aussi. Possiblement, oui. Oui. Moi, juste oui, il y a ce truc là-dessus, quand ils se voient, parce qu'ils se connaissaient bien et ils s'entendaient bien. Et ils ont été brouillés pendant. Mais je crois qu'ils sont toujours un peu brouillés. Hein. Ils se sont réconciliés pour la forme. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment amis. Jacques, si tu peux nous aider sur le chat. Oui, Jacques, on fait appel à toi. Si Bernard et Roland sont toujours amis, dis-nous-le. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, c'est Courbis qui avait en gros fait pour que ce soit Casoni, l'entraîneur de la réserve. Enfin voilà, qui avait tout fait. Confirme. Il confirme, Jacques. Voilà. Et en fait, au moment où ils doivent se voir pour signer des documents. Et en fait, Casoni était censé ne jamais avoir vu Robert Louis Dreyfus, était censé ne jamais, il était censé ne pas le connaître. Et au moment où il se voit pour signer les documents, Courbis, machin, en disant bon, si je peux t'aider toi dans ta tâche. Et en fait, Bernard dit ouais, j'ai vu avec Robert, Robert, je sais qu'il est comme ça et tout. Et donc en fait, Courbis, il sort de là, il se dit non mais attends, mais le mec en fait, il le connaît très bien. Et en fait, comme dans ces moments-là, quand tu es entraîneur de l'OM, tu es dans une paranoïa, machin, quand même assez élevé, ce qui est normal. Et il s'est dit, en fait, c'est un traître, il a voulu me savonner la planche et compagnie. Donc, voilà. Derrière, tu n'es pas forcément ami. Tu sens un petit coup de lame dans le dos. Tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'était un peu ça. Mais c'est en novembre 99 et quand Courbis s'est débarqué, on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais avec un grand succès, la succession de Casoni sur le banc. Pour revenir sur cette saison 97-98, donc elle se termine pour l'OM à la 4e place. Après avoir été leader à quelques journées de la fin, et finalement il y a un petit écroulement en fin de saison. Est-ce que l'OM, Romain, est vraiment passé près du titre ? Est-ce qu'il y a eu vraiment Oui, dans cette saison-là. Alors, l'objectif de la saison, c'était être européen. Il n'y avait pas d'autre objectif que ça. C'était vraiment de dire l'OM doit retrouver l'Europe. C'est tout. C'était pas plus malgré le recrutement, parce que quand même, c'est des gros noms que tu ramènes. Et en fait, tu avais une enveloppe. Donc, Dreyfus, en gros, dit le projet de Courbis, c'est de lui dire, en gros, il y a une enveloppe de 120 millions de francs pour l'époque, pour le mercato. C'est déjà énorme. Et Courbis, à l'époque, c'était énorme. C'était pas mal. Et l'idée, c'est de dire, non, mais c'est 120 millions de francs. Je ne veux pas acheter 2 joueurs à 60 millions. Je veux qu'on en achète 6 à 20. Ou 120 à 1. Ça fait plus de mandats. Et en fait, de dire, on fait un gros coup de balai dans cette équipe parce que Courbis, pour lui, c'était que des joueurs, on va reprendre l'expression de Jacques, moyennas. Donc, il a dit, on me dégage tout ça. Donc, les Franceschini et l'autre, Malucci, là, les Italiens qui étaient venus, c'était des paris. Il a dit, allez hop, ça s'en va. Jean-Philippe Durand, qui finissait sa carrière, on lui a dit merci pour tout, tu as mis un triplé contre Rennes, il est magnifique, maintenant ciao.
Un Marc Libra, tu dis on va te prêter, voilà. Il y a plein de joueurs comme ça. Jordan Lechkov, donc ça n'a pas marché. Allez hop, tu t'en vas. Ben Slimane, dont on a suspecté des années après qu'il ait participé aux attentats du 11 septembre d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On lui a dit tu t'en vas. Les Jérôme Alonso, voilà, tous ces mecs-là, on a dit messieurs, on vous aime vraiment beaucoup, mais il faut partir. C'était le cas aussi de Christophe Galtier qui était revenu. Non. Voilà, il fallait faire place nette. Et donc, du coup, tu recrutes en Ligue 1 et tu vas recruter à droite à gauche. Donc, tu vas prendre un avançant de Bekanovic qui était nul. Tu vas prendre du Teddy Bertin au Havre. Tu vas prendre aussi au Havre, tu vas prendre un Fred Brando. Donc, Colletter et Domoro, on en avait parlé. Tu vas prendre un Claude Makelele, donc, qui est une des grosses affiches. À Nantes. Claude Makelele, qui était le mec du FC Nantes que tu arrives à attirer en fin de contrat. Et donc, c'est lui pour le coup. Tu vas prendre un Serge Blanc à Montpellier, pareil, fin de contrat. Domoro, tu ne payes pas grand-chose. Et le gros coup dans tout ça, donc tu as un William Gallas que tu prends en stagiaire à Caen. Et du coup, en fait, il n'est pas passé pro la première année, ce qui fait qu'en fait, il a fait 0 match. Il a fait saison blanche sur cette saison-là. Bon, il était très jeune. Mais même il avait raconté ça aussi, je crois que c'est dans le vestiaire. Il l'a raconté dans le vestiaire. En fait, même le mec à la sécurité à l'entrée le laissait pas passer, quoi. Il était. En fait, ouais, personne ne savait qui c'était. Courbis lui dit, il l'appelle pendant 6 mois. Ouais, je te veux à l'OM, parce qu'il avait fait les équipes de France de jeunes et tout. Je crois que les gars, il a fait le tournoi ou pas, Gallas? Oui, tout à fait, oui. Donc il l'avait vu plein de fois en équipe de France et tout. Il le chauffe. Et Gallas raconte, il dit, j'arrive pour signer mon contrat au club et personne ne me connaît, tout le monde me dit excusez-moi, vous êtes qui, on n'a aucune nouvelle de votre venue. Et c'est Courbis qui vient le chercher sur le parking qui lui dit mais non mais viens. L'OM Circus. Voilà. Récemment, il y a eu Sertic qui n'a pas été reconnu par un mec du club aussi. Donc, ça s'est passé. T'inquiète pas qu'il y a eu pire. Ça s'est passé sous mes yeux. Sertic, ça s'est passé sous mes yeux. J'étais là. En plein mercato hivernal, il y a 2 ans, on était au club, on préparait le départ de Nkoudou et il y a un mec, un responsable au club qui me dit mais c'est qui Nkoudou? Voilà, tu dis qu'au bout d'un moment. Je l'avais déjà raconté, mais juste la scène de Sertic, je suis devant, parce que j'attendais mon tour pour aller en zone mixte de la réserve. Et le mec, Sertic rentre, et le mec de la sécurité dit non, mais vous êtes qui? Il dit non, mais je suis Greg Sertic, je suis un joueur pro, quoi. Et le mec de la sécurité, il fait. Il me dit mais que je te raconte, je te connais pas, toi, dégage. Je dégage. Et c'est un mec de la sécu qui est un autre gars, mais bon, qui est plus habitué au club et tout, qui dit non mais tu es fou, laisse-le passer, tout ça. Mais c'est passé sous mes yeux, j'ai été pris d'un petit fou rire, d'un tout petit fou rire. Je crois que ça avait fait l'objet d'un tweet d'une personne d'un journaliste de la Provence qui n'avait pas plu du tout à la com de l'OM, qui s'était fait bannir du campus pendant une petite période après ça. C'est ça. Donc l'OM termine cette saison 4e. Donc il y a ce recrutement, il y a Laurent Blanc, c'est le gros coup. Et en fait, je me souviens même à l'époque, tu sais, il y avait France Foot, il faisait à chaque fois il y avait le guide de la saison France Football et il mettait un peu le joueur phare en photo, et le joueur phare là, c'était Laurent Blanc avec le maillot de l'OM. Enfin, tu allais chercher le mec de l'équipe de France, tout ça, et tu le faisais rentrer au pays, quoi, après une saison qui du coup à Barcelone il jouait plus, voilà, c'était fait pour. Et la saison démarre, premier match Laurent Blanc marque, deuxième match Laurent Blanc marque, et à la fin il dit les gars, je pourrais pas tout faire quand même. Et l'équipe commence, donc en fait il y a toujours de la saison dernière, de la saison précédente qui reste, tu as les 2 meilleurs joueurs quand même aux 2 postes clés, c'est-à-dire derrière et devant. Derrière c'est Andreas Kopke et devant c'est Xavier Gravelaine, et oui, messieurs, dames, c'était un bon attaquant qui était un sacré joueur et qui fait une très très belle saison. Et donc tu as cette équipe-là, tu tiens encore un peu sur les vestiges de l'année d'avant, c'est-à-dire que tu ne gagnes pas à l'extérieur, mais petit à petit tu fais ton truc dans le haut de tableau, et puis vient ce match, et puis au mois de septembre, alors tu avais déjà bouffé l'enveloppe les sous, les fameux 120 millions de francs, tu les avais bouffés. Mais en septembre, tu as eu l'opportunité de faire venir Fabrizio Ravanelli. Qui vient de
de gagner avec des champions avec. Ouais, un avec an la avant, Juve. bon, il est allé à Middlesbrough. Ouais, il était allé Non, il vient Middlesbrough, d'Emilisbro, là. Ils sont en Oui, il est D2. relégué. La saison d'avant, Et il tu arrives joue à la le finale- récupérer il joue la au. finale avec des champions contre Dortmund avec la Juve. Il n'y avait pas encore. Il la gagne en 96. Oui. Et après, en 96, donc 96-97, il part à Middlesbrough. Middlesbrough est relégué. Donc, du coup, il se cherche un autre point de chute. Et là, tu arrives à le faire signer en septembre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les mercatos, les lois, les clôtures, tout ça. C'était un peu le Far West. Ça équivaut à quel type de joueur aujourd'hui, Ravanelli, en termes de stature? Si tu devais comparer ça, vraiment en termes d'envergure, pas en style de jeu, rien du tout, juste en termes d'envergure. En termes d'envergure, prends un En mec. vrai, Milik, non Tu sais, je sais pas. Bah ouais, c'est comme si tu me prends C'est un des grands noms européens qui sort d'une saison un blanche. Mandzukic ou un Mario Gomez un an après qu'il soit au Bayern, tu vois, un truc comme ça. Ok, je vois. Ok. Donc c'est ouais, voilà, si tu prends un Mandzukic à la sortie de l'Atlético Madrid, par exemple, tu vois. Ok. Ouais, voilà, Donc, après, c'est c'est parti. super costaud. Et en fait, Ravanelli, enfin tout le monde le connaissait parce qu'il avait ses cheveux blancs. Même tu jouais à ISS Deluxe sur Super Nintendo, tu savais en Italie il y avait les faux noms, mais tu savais que Carboni c'était Ravanelli. Enfin tu vois, il y avait des trucs quand même. C'était un joueur reconnaissable. C'est là on voit chez vieux Romain. Non mais et ce mec là, je me souviens très bien. On t'annonce en fait sa venue, tu l'apprends sur Canal+ avant de voir le Bordeaux-Marseille de cette saison-là. Le match, on le perd 4-0, mais t'en as rien à foutre, en fait. Parce que tu sais que tu as fait signer Ravanelli et que tu vas voir Ravanelli, donc tu es content. En fait, tu te dis, ouais, putain, on a fait signer une star. Et donc, t'en as rien à foutre. Derrière, tu as perdu 4-0. Bon, tu continues à faire, puis tu vas gagner à Paris. C'est le fameux match du fameux croche-patte de Ravanelli. Là. De Rabessandratana. Donc, d'ailleurs, soit dit en passant, c'est quand même exceptionnel parce qu'on oublie assez de dire que ce fameux truc de Ravanelli, ça arrive en première période. Donc, les mecs, ils ont quand même une mi-temps entière pour se refaire et ils n'auront jamais une occasion de la seconde. Donc, voilà, mes amis, moi, ça arrive à l'OM. On se plaint d'un penalty alors qu'on a 60 minutes derrière. Je vous insulte de tout. Je vous dis que vous êtes le pastis OM et compagnie. Voilà, donc à un moment donné, respectez-vous. Et donc derrière, il y a tu gagnes là, tu gagnes dans la foulée, je crois, à domicile contre Auxerre 4-0 chez toi et tu deviens donc du coup leader. Et en fait, tu étais une équipe de Ligue 1 où du coup, comme il y avait ces mecs-là, ces leaders, donc les Laurent Blanc, Ravanelli, plus Makelele aussi, et plus des mecs qui étaient des tauliers de Ligue 1, que ce soit les Brando, les Bertin, les Domoro, tout ça, tu avais vraiment des tauliers. Et ben, tes jeunes, ça te permettait de les valoriser. Tu vois, un Ludovic Azuard, un Olivier Chouafny, sur cette saison-là, c'était de bons jeunes qui rentraient, parce que voilà, l'équipe, comme ça tournait, comme il y avait du jeu, l'équipe pouvait prendre un peu ces mecs-là. Et donc, tu es à la lutte pour le titre avec une équipe surprise, qui est le Football Club de Metz, qui rafle tout à ce moment-là sur son passage. Avec les petits flingueurs. En fait, tu as vraiment une envie de toute la France que le champion, tout le monde veut en fait que le champion, ça soit Marseille. Alors, dans la course, à ce moment-là, tu as encore le PSG parce qu'ils avaient une sacrée équipe. Tu avais encore le Monaco de Jean Tigana. Mais pourtant, c'est l'OM qui tient vraiment, qui est vraiment coude à coude avec Metz. Et tu as en fait un match à domicile, c'est contre Rennes, qui était une équipe flinguée. Il n'y avait pas encore Pinot au club, donc c'était vraiment une équipe qui jouait le maintien. Et tu perds à domicile contre Rennes, mais à la surprise générale. Et en fait, tu avais l'occasion d'avoir 3 points d'avance sur Metz, mais tu les as pas. Tu vas jouer chez eux. Et donc ça, c'est Courbis qui me le raconte. Et c'est le match de la saison. Et veille du match, vraiment la veille, Laurent Blanc, je suis pas bien, je suis malade, je peux pas jouer. Donc du coup, c'est Teddy Bertin qui le remplace. Et comment dire, tu perds là-bas 3-2 et Teddy Bertin fait vraiment pas un grand match. Donc en plus, c'est un truc un peu 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 et puis il gagne 3-2. Donc là, ça bascule, tu te dis, c'est Metz qui va être champion. Et en fait, le truc que tu sens pas venir, c'est qu'il y a le Racing Club de Lens avec Anto Drobniak là, en attaque qui, sur les dernières journées, ils gagnent absolument tout. Ils vont gagner à Metz. Et donc, en fait, tu réalises que en fait, tu seras pas premier, mais tu ne seras pas deuxième non plus, parce que tu commences à reperdre des points à l'extérieur. Tu vas perdre à Auxerre. Je crois que Guy Varche, qui était en feu, il était en train de gagner sa place pour la Coupe du Monde.
C'est ça, tu vas faire un nul à Cannes, super frustrant. Un 3-3. C'est ce match-là où Makelele, je crois, l'histoire de Makelele à l'OM, ça se termine parce que Courbis n'avait pas trop supporté. Makelele supportait pas trop jouer son poste parce qu'il était plus milieu droit. Ça lui plaisait pas. Et de là, en fait, tu finis décroché par Metz et Lens. Et donc, comme on disait, tu es sur le podium jusqu'à la fin. Mais la dernière journée, tu dis à tous tes mecs qui sont susceptibles de jouer le mondial, cassez-vous. Et tu envoies une équipe limite B pour la dernière journée au Havre. Et du coup, Monaco te repasse devant au dernier moment. Mais ça n'avait aucune incidence parce que le 3e, le 4e, ils étaient qualifiés pareil pour la Coupe UEFA à l'époque. Et donc, ça se finit où tout le monde se dit c'est bien, on a atteint l'objectif qui était d'être européen. Mais en vrai, quand tu y repenses, tu te grattes la tête et tu dis cette année-là, on jouait le titre et on ne l'a pas eu. Et sur le moment, tu es dans l'optique de te dire. T'imagines Laurent Blanc qui fait champion de France et champion du monde? Ouais, vas-y. C'est pas grave, on le sera. On va jouer le titre l'année prochaine. Enfin, si on n'est pas champion cette année, on sera champion l'année d'après. Sauf que bon, vu qu'on connaît maintenant l'histoire de l'OM, ça aurait été. Il y avait un truc à prendre, fallait le prendre, fallait pas se gêner. Surtout que tu fais finalement 4 points sur les 5 derniers matchs. Ils peuvent vraiment s'en vouloir pour le coup. C'est un problème, et je vais même te dire, c'est un problème en fait que tu as eu aussi l'année d'après. Et donc, c'est quelque part, tu n'as pas tiré les leçons, même si à ce moment-là, tu me diras, c'est pas pareil, parce que l'année d'après, tu as comment ça s'appelle, tu joues la Coupe d'Europe et tu la joues pas qu'un peu, puisque tu vas jusqu'en finale. Mais c'est justement, tu n'as pas tiré les leçons de cette fin de saison aussi, où tu as un peu lâché, parce que la fin de saison d'après, tu vas lâcher aussi, et ça sera terrible. Mais justement, la saison d'après, on va y venir, donc 98-99. Et déjà, pour commencer, encore un mercato assez pléthorique. Donc, on va en citer quelques-uns. Donc, Florian Maurice qui arrive du PSG, Robert Pires qui arrive de Metz, qui on peut citer encore Daniel Bravo qui arrive de Lyon, Jocelyn Gourvenec, tout à fait, Peter Luxin. Tes 3 vrais premiers recrutements que tu arrives à faire, c'est Pires, Gourvenec et Maurice, sachant que les 3 sont voués à devenir internationaux français. Enfin, Pires est déjà international français. Maurice et Pires, en fait, étaient 2 super copains quand ils étaient au centre, en équipe de France Espoir. Ils étaient potes. D'ailleurs, je crois ils font leur début en équipe de France tous les 2 en même temps. Et c'était un peu les 2 copains, mais qui ne jouaient pas ensemble en club. Et là, du coup, tu les réunis sur le maillot de Marseille, parce que Maurice, c'était à l'époque, là, pour tout le monde, Maurice, c'est le mec, le recruteur, nanani, nanana. Mais non, c'est un très bon Maurice, attaquant. C'était un excellent attaquant. Un attaquant, mais c'était Nicolas Nelka avant l'heure. C'est-à-dire que c'était l'attaquant de Lyon, la pépite du centre de France, le chouchou de Lyon, la pépite et tout. Paris l'arrache pour, à l'époque, 50 millions de francs, ce qui était un record. Et finalement, il démarre bien à Paris, et puis finalement, ça se passe mal. Et tu arrives à le récupérer. Mais normalement, ça arrive jamais, quoi. Tu te dis, mais comment Paris a pu nous le lâcher? C'est un mystère. Bon, après, c'était un peu le bordel. Il changeait de président. Il y avait l'arrêt du truc Canal. Enfin, Courbis s'est engouffré là-dedans. Mais tu te dis, on réunit ce truc de Maurice et Pires. Et à l'époque, tu arrives aussi à aller chercher, et assez tôt, Gourvenec, qui était le maître à jouer de Nantes, qui faisait tout à Nantes. Et donc, tu te dis, putain, déjà, on arrive à faire ça. Voilà, quoi. On est pas mal. Et puis après, du coup, une fois que tu as fait ces 3-là, tu complètes du coup ton effectif. C'est-à-dire que tu vas chercher des petits coups. Tu arrives, tu fais venir du coup Luxin, comme c'était prévu, ça traîne un peu. Donc, on le dit, il rate sa première journée. Tu fais venir aussi Patrick Blondeau, qui, pareil, ça c'était un mec, on savait bien qu'à un moment donné, il allait finir à Marseille. Hein, c'était le Alessandrini avant l'heure. Exactement. Donc, tu as un peu tous ces joueurs-là. Tu vas chercher un Cédric Mouret à Cannes, qui était l'attaquant international espoir français, qui était vraiment un vrai espoir. Qui faisait partie de la génération Anelka, Henry en équipe de France Espoir. C'est ça, et qui a fait d'ailleurs, je crois, le tournoi de Toulon aussi. Exactement, c'est pour ça que je te dis ça. Le tournoi Maurice Révélo, monsieur. Qui était un gros attaquant et qui malheureusement qui rentrait en plus dans la rotation et qui était vraiment intéressant et qui va se faire les croisés au mois de décembre. Je crois que c'est un match à Strasbourg. Il se fait les croisés et il en reviendra jamais vraiment. Mais tu vois, tu vas chercher des mecs, tu vas chercher un Daniel Bravo qui était revenu, qui a fait Calcio, qui était à Parme avec Ancelotti, qui avait fait une super saison, qui était revenu faire 6 mois
6 mois en Ligue 1 à Lyon, et puis hop, tu le récupères en fin de contrat pour apporter de l'expérience à ce groupe. Voilà, en fait, tu avais fait tes 3 coups rapidement, et derrière, tu te fais des petites retouches, et puis tu te dis, vu qu'on a déjà encore Ravanelli, vu qu'on a encore Laurent Blanc, vu qu'on a encore Dugarry, que tu es allé chercher au mercato d'avant, pour le relancer pour le mondial, avec le mondial et son statut de champion du monde, il s'est totalement relancé. Donc tu te dis, putain, on a fait un truc pas mal. Et dans les derniers jours du mercato, il y a une rumeur incroyable. L'OM va faire un 4e champion du monde. Donc là, tout le monde se dit, putain, mais on a donc du coup, parce que tu reviens, tu as Pires, Laurent Blanc et Dugarry. Et là, on te sort des photos volées qui circulent dans tout Marseille, où tu vois Courbis discuter longuement à Monaco avec Fabien Barthez. Et donc là, tu te dis... C'est le retour. Putain, tu vas faire en plus le retour de Fabien Barthez, métier monstrueux. Et en fait, tu recrutes le remplaçant de Fabien Barthez, qui était chauve lui aussi. Alors, c'était bien Barthez sur les photos, mais il discutait peut-être du fait de recruter Porato et savoir si Porato était prêt à prendre le relais. Parce que du coup, Courbis commence un peu à faire le ménage aussi sur les mecs qui étaient sur la première saison, qui étaient bien, mais du coup, qui n'étaient peut-être pas, qui n'allaient plus avoir de place dans l'équipe suivante. Donc voilà, un mec comme Teddy Bertin, il a beau avoir fait qu'un an, tu le dégages. Azuar et Chouafni, qui ont montré un peu les trucs, tu sais que tu ne vas pas les faire jouer, il n'y a plus de place pour eux, donc tu te débrouilles pour qu'ils partent en Ligue 1. Voilà, Xavier Gravelaine, c'est le plus gros de tout ça, parce que Xavier Gravelaine, ça restait quand même ton meilleur attaquant. Et tu le fais partir pour faire de la place, pour avoir l'avènement de Maurice et compagnie. Donc voilà, et Makelele que tu envoies en Liga parce que voilà, ça connecte pas avec le coach. Mais sur le moment, personne s'en soucie. Tu te dis, on a perdu quasiment rien, allez, Gravelaine un peu, et on s'est monté une équipe de monstres. Et tu es ultra favori pour le titre. Et puis cette équipe-là, donc pareil, maintenant on est tous là à dire, vous vous rappelez les maillots or. Et putain, qu'est-ce que c'était génial, les maillots or, et tout le monde se les arrache sur Internet. Ouais, je peux vous dire qu'à l'époque, Jean-Michel Roussier, là, il s'est fait des réunions, qui était à l'époque le président délégué. Il s'est fait les réunions avec les supporters, avec Tonini et compagnie là, de l'époque. Ils lui ont jeté ces trucs à la gueule en lui disant, mais on n'en veut pas de ton or, là, de ton marketing et compagnie. Nous, l'OM, c'est le bleu et le blanc. Et il s'était fait, mais pourrir. Ce maillot, il est fabuleux. En plus, il a une histoire, c'est pour le centenaire, ouais. Donc c'était pas juste un maillot, c'était même pas juste un maillot juste comme ça pour faire plaisir au marketing. Parce que c'était jaune, enfin pour eux c'était jaune et bleu et c'était les couleurs de Toulon. Donc du coup ils disaient Toulon. Ok. Je crois que Merwan a une question. Oui, Merwan, tu voulais poser une question à Romain, vas-y. C'était justement sur le mercato parce que justement tout ce remue-ménage à l'OM ça va faire parler. Et je crois que ça a énervé pas mal de monde. J'ai noté une déclate de Le Graët parce que je crois que Le Graët, qui est à l'époque président de la Ligue nationale de football, il va convoquer Roland Courbis. Et ensuite, par la suite, Le Graët, j'ai noté la petite déclaration. Il dit, je lui ai demandé de choisir entre son métier d'entraîneur et celui d'agent. Que dirait-on d'un PDG qui managerait la carrière des plus hauts cadres de l'entreprise concurrente? À l'OM, en revanche, il peut faire ce qu'il veut. Est-ce que toi, tu as souvenir justement de cette défiance qu'il y a eu envers Roland Courbis avec tous ces mouvements de va-et-vient à l'OM pendant ce mercato et pendant les mercato? Oui, il y avait des trucs où il y avait beaucoup de joueurs qui étaient suspectés d'être envoyés par Courbis dans un club ou à droite à gauche pour dire en gros, fais-toi les dents dans ce club de Ligue 1 et après je te prendrai à l'OM. Donc, du coup, il y avait beaucoup de trucs là-dessus. C'était notamment le cas de Cyril Roll, qui... c'est bizarre, hein, c'est toujours un peu les mêmes noms qui reviennent, vous allez dire, c'est bizarre. mais voilà, tu avais Cyril Roll, par exemple, qui était à Bastia et qui est transféré après à Lens. Il y avait ce truc de dire, Courbis, il l'envoie à Lens parce qu'il n'a pas une place immédiatement pour lui à Marseille, mais ça sera après. Enfin, tu avais des trucs comme ça où tu te disais, il fait pas mal de trucs. Après... Oui, il s'est passé des trucs quand même assez. Même si on est Marseillais, même si on est supporter de l'OM, il faut reconnaître qu'il y a des trucs qui se sont passés qui sont assez étranges, comme par exemple Arthur Moses, qui est un jeune attaquant ghanéen qui joue à Toulon. Ah, tiens. Et en fait, l'OM se positionne dessus, sauf qu'au dernier moment, Charles Camporo, le directeur sportif de Bordeaux, qui connaît très bien Roland Courbis,
dit non, il nous faut absolument Arthur Moses à Bordeaux, donc on est prêt à mettre 15 millions d'euros. Donc du coup, l'OM met 16 millions pour arracher le morceau, enfin 16 millions de francs, pardon, et 16 millions pour arracher le morceau. Sauf qu'en fait, Bordeaux n'en a jamais voulu. Et là où tu te dis, Courbis, il en a vraiment rien à foutre, c'est que des années plus tard, tu le vois faire consultant faire une intervention dans le film 3-0. Oui, il dit exactement comment contourner. Qui n'était pas génial. Et il te raconte ça en plus. Et il te dit attends, moi, si tu veux, je vais te dire, je vais aller sur ce joueur, comme ça, on va faire monter le prix. Et après, on est tranquille. Tu te dis, putain, mais c'est vraiment c'est ça qui est génial avec lui, quoi. D'ailleurs, je crois qu'un des premiers SoFoot avait fait un truc sur un spécial Courbis. Et ils avaient titré, soit c'est le numéro 6, ils avaient titré Courbis, mais que fait la police? Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que le mec, non seulement, c'est vraiment le Arsène Lupin, c'est-à-dire que non seulement il te dépouille, mais en plus, il reste devant toi, il sourit, il te dit, ça va, c'est bon, tu vas bien, tu veux un café? Je crois que le transfert de Moses, c'est un montage avec plusieurs clubs, des intermédiaires au Liechtenstein. Apparemment, c'est vraiment n'importe quoi. C'est le football. Hein, oui, quel club n'a jamais fait ça? Et la saison d'après. Parce que, juste, après, je te laisse parler à moi. Mettez le nez dans le transfert de Radonjic et vous allez découvrir des montages encore plus chelous. Mais bon, bref. Ah, oui. Oui, vas-y, il y a 20 ans. Oui, après, c'est Courbis, avant-gardiste, on disait que c'était le père. Les gars, laissez parler à moi. Oui, désolé. Là, il y a aussi le double transfert express la saison d'après avec la Diatta. Est-ce que c'est un transfert dans la même veine ou il y a une raison? Ça, c'est aussi une histoire. Donc, on va y venir sur la saison d'après, mais c'est aussi une histoire un peu folle. Et c'est vrai que comment ça s'appelle? Le problème de cette histoire-là, mais en fait, cette histoire-là, tu l'as dans plein d'époques différentes dans le football, dans plein de clubs. C'est pas pour dédouaner Courbis et dire en fait c'est un gentil ou voilà, c'est pas ça. Mais effectivement, tu as des trucs qui t'interpellent. Mais regarde la saison après le titre, tu as Dacier, Deschamps et tout qui disent ah ben tiens on a besoin d'une enveloppe on va demander une enveloppe à Margarita et Dreyfus parce que la priorité de Deschamps c'est Alou Diarra. Et en fait cette année-là, donc Margarita donne les sous et tu recrutes jamais Alou Diarra cette intersaison-là. Il arrivera qu'un an après. Donc tu te dis tu vois, des histoires aussi bizarres, tu en as à toutes les époques, surtout dans notre club, c'est vrai. Mais ouais, sur ce truc-là, la Diatta, alors c'est autre chose, on y viendra. Mais c'est autre chose, c'est qu'au départ, tu l'avais recruté pour être comment ça s'appelle, un prospect, un jeune qui est remplaçant plus et qui vient et qui prend une place. Sauf qu'en fait, ensuite, au vu de ton mercato, ça ne se passe plus comme prévu. Et du coup, tu as besoin d'argent. Donc, du coup, tu revends des mecs pour en racheter d'autres. Enfin, là, c'est vraiment le cas. Alors, je ne suis pas un joueur de poker, je ne suis pas un joueur de casino. Mais je crois comprendre cette sensation-là qui nous arrive peut-être dans les paris sportifs ou quoi, quand on en fait. C'est, tu commences à perdre. Et en fait, tu commences à paniquer et tu commences à dire je vais remettre des sous là pour me refaire. Et tu fais encore plus n'importe quoi. Et là, on était vraiment dans une période de tilt pour Courbis sur le mercato. Vas-y. Vas-y, si tu avais une question. Non, c'était pour relier la question d'Azir sur le chat, si tu es d'accord. Ah oui, Azir qui demandait est-ce que ce serait pas le meilleur effectif de ces 25 dernières années Parce que c'est beaucoup revenu dans la journée quand on a annoncé l'émission. C'était Courbis a eu en 98-99 le meilleur effectif depuis Tapi. Oui, les gens qui disent ça, voilà, tu vois, on rentre vraiment dans le truc où je ne cherche pas à le défendre ou quoi que ce soit, mais les gens qui disent ça l'ont sur un ton un peu péjoratif, genre avec cette équipe, tu n'as rien gagné, mais tu as deux manières de voir le truc. Tu as la manière de te dire avec cette équipe, tu n'as rien gagné, mais tu as aussi cette manière de dire il a fait cette équipe, parce que pour le coup, c'est personne d'autre que lui qui a fait cette équipe. Donc, pour moi, cette équipe-là, elle a marqué l'histoire du club, de toute façon, cette équipe. Alors, après, forcément, je ne suis pas objectif, mais cette équipe-là, tu as beau me dire, elle n'a pas gagné de trophée, c'est vrai. Mais si tu dresses un top 5 des équipes de l'OM, machin, putain, pour moi, ils ne sont pas très loin des premières places. Alors, tu as l'équipe de 71-72, tu as l'équipe de 91, tu as l'équipe de 93, évidemment. Mais pour moi, ils sont derrière. Hein. Enfin, après, je disais ça au moment où c'était fait, d'ailleurs, où c'était sorti, où cette équipe existait. J'étais déjà en train de me dire, mais est-ce que c'est pas une des équipes les plus fortes? Après, voilà, on a connu
les équipes, équipes de 2010 ou des trucs comme ça, tu peux te dire. Ouais, après, comme en 2018, tu fais finale d'Europa League. Bon, après, tu finis deuxième, mais en 2018, on finit quatrième. Et tu as 3 champions du monde. Non, mais ouais, non, mais au-delà de ça, tu finis deuxième. Hein, et tu finis deuxième dans un championnat à 18 clubs et avec 71 points. Donc, fais le calcul, je vais te le faire. Tu divises 71 par 34 et tu le multiplies par 38 pour avoir ce que ça donne sur un. Ouais, là, tu finis à 79 points. Tu finis avec. Attends, je vais prendre le classement sous les yeux. Tu finis avec 8 points d'avance sur le troisième. Et encore, tu finis, on y reviendra, mais tu finis avec une victoire, je crois, sur les 5 derniers matchs. Et en fait, tu fais toute la saison. En fait, cette saison-là, tu as Bordeaux et Marseille qui gagnaient absolument tout le monde. Et le calendrier, d'ailleurs, avait été fait de manière assez bizarre, puisque l'OM rencontrait une équipe, tu pouvais être sûr que Bordeaux l'a joué une semaine avant ou une semaine après. et en fait, c'était un mano à mano et tu les massacrais. Mais c'était une saison où ça marchait pas mal d'ailleurs pour les clubs français en Coupe UEFA. Tous les clubs sont allés assez loin. Mais t'as OM Monaco en quart. T'as Lyon aussi, je crois, en quart. 8e, je crois. Monaco, ils sont 8e parce que c'est toi qui les sors. Oui, mais le quart, c'est Celta Vigo. Lyon est en quart. Lyon est en quart. Bordeaux est en quart aussi, puisqu'ils se font massacrer contre Parme. T'as pas Lens aussi qui fait un bon parcours en Ligue des Champions? Non, ils sortent de poule. Ils pensaient. Eux, c'était la loose à la française, c'est-à-dire ils gagnent leur avant-dernier match. Donc ils n'ont plus qu'à gagner à domicile contre le Dynamo Kiev qui avait trop rien montré et c'était bon. Et Fred Dehu se fait expulser à 8e minute de jeu. Tu as le souvenir de Lens parce qu'ils gagnent contre Arsenal. Ils vont gagner c'est Arsenal, voilà, j'avais un club en tête. Avec cette vieille tête de Michael Debève, cette vieille tête quand il célèbre là dans Wembley. Chers amis auditeurs, qui était dans le générique de téléfoot, j'avais la mort à chaque fois. Chers amis auditeurs, Mathieu et Romain partagent la même passion dévorante pour Arsenal. Ouais, malheureusement, Partagé, puisque j'ai arrêté ça il y a quelques années. Oui, pas à nous, Romain. J'arrête petit à petit par des raisons de santé évidentes. Mais cette saison 98-99, donc on va évoquer comment elle se termine, parce qu'elle se termine de manière très frustrante. Mais durant cette saison, il y a un moment marquant de l'histoire du club, c'est ce fameux OM Montpellier qui arrive en tout début de saison d'ailleurs. Et qui a un petit peu aussi fait la légende de Roland Courbis à l'OM. C'est ce fameux match. Oui. L'OM renverse la tendance, mené 4-0, et qui gagne 5-4 à la fin. On va pas refaire l'histoire. On pourrait faire une émission juste sur ce match, tellement il y a de trucs à dire. Mais effectivement, tu perds 4-0 et puis en plus, il y a tout qui s'enchaîne. C'est-à-dire qu'à Montpellier, tu as Franck Sauzet, donc, qui est quand même une légende, et vraiment une légende de l'OM, parce que sur la saison 93, je crois que c'est quand même peut-être le meilleur joueur de ton effectif. Oui. Et Franck Sauzet te met un coup franc et il est très content de le mettre. Et il célèbre. Ils ont leur attaquant Bakayoko qui te met un but, alors qu'on savait que c'était à l'époque, c'était vraiment un jeune espoir du championnat. Il y a Manu Dos Santos aussi. Ouais, non, mais ils font une équipe qui a 4-0 et là, il commence à venir les premiers trucs avec Courbis. De toute façon, il fait qu'inventer. Et il est trop dans son truc, dans ses stratégies, dans ses business, nanana. Finalement, tu gagnes 5-4. Donc, tu vois, tout ce truc-là, tout cet abattage autour de Courbis, c'est vite éteint et tu te dis, là, il y aurait eu Twitter à l'époque, ça aurait été exceptionnel. À la mi-temps, ça aurait été incroyable. Vraiment. À la mi-temps, ça aurait été incroyable. En fait, cette saison-là se joue d'ailleurs peut-être sur les matchs un peu d'après, puisque tu as 2 matchs après à domicile, la réception de Rennes et surtout Bordeaux, où en fait, tu gagnes et tu te fais rejoindre dans les 10 dernières minutes. Et Rennes, c'est une couille de William Gallas qui te coûte un but en fin de match et tu fais un partout. Et Bordeaux, c'est la tête de Kaba Diawara qu'on sentait dès le coup franc, alors que Ravanelli avait mis un putain de but pour nous faire repasser à 2-1. Et en fait, tu es dans ce truc-là de te dire, tu fais 2 matchs nuls à domicile. Alors, c'est pas en septembre que tu perds sur la fin de la saison, mais ces 4 points, ils valent cher pour la suite du truc. Parce que, alors ouais, t'enchaînes, t'as même une période où je crois que tu as 8 victoires d'affilée en Ligue 1. Tu perds à Lyon. Donc, pareil que Bielsa, qui avait fait 8 victoires d'affilée en Ligue 1 et qui perd à Lyon.
vu le parallèle. Mais ouais, tu continues ta saison quand même avec de bonnes factures, même si tu fais pas la même saison forcément que tout le monde, parce que Paris, quand ils viennent jouer chez toi, ils mettent un bus, un archibus, parce que pour eux, c'est impossible de perdre. Donc, du coup, tu perds des points là où comment ça s'appelle, Bordeaux, ils n'ont pas ces soucis-là quand ils rencontrent d'autres équipes. Donc tu es vraiment serré avec Bordeaux. Bon, tu te fais exploser chez eux 4-1 fin janvier. Donc, pareil avec. Ouais, ben, OMTV arrive à ce moment-là, d'ailleurs. Tiens. Et puis, c'est déjà. Alors, c'est pareil, ça, c'est un truc que nous, on ne sait pas parce qu'on est dans le sportif, mais qu'en fait, derrière, il y a une guerre de trucs. Il y a tout le monde qui veut dégager. Roussier. Il y a toujours des histoires de gros sous, de postes et d'influence. Et en fait, il y avait une cour. Parce que tout le monde commence à comprendre, se dit, bah, tiens, si Courbis il a réussi à charmer Robert Louis Dreyfus, bah, nous aussi, on va pouvoir le charmer pour un tel ou tel truc. Donc, autour du club, c'est un sacré bordel. Et en fait, tout le monde veut un peu de pouvoir. Et en fait, tu te dis heureusement, en fait, tu le comprends après, tu te dis heureusement qu'à Courbis sur le devant de la scène avec les résultats sportifs, parce que derrière, c'est une lutte, mais c'est impressionnant, quoi. Il se passe des trucs. Ouais, mais c'est vraiment l'OM, ça charque. En fait, c'est vraiment, voilà, comme tu dirais, parce qu'avant, il y avait Tapie, enfin, tu ne pouvais pas faire n'importe quoi quand il y avait Bernard Tapie, enfin, tu vois, où il fallait l'aval de Bernard Tapie pour faire n'importe quoi. Là, ça devient un peu, tu as le Robert Louis Dreyfus un peu gentil et tu as tout le monde qui veut un peu sa part du gâteau, donc ça commence à devenir un peu compliqué. Mais sur le terrain, ça va, tu vois, tu continues, tu gagnes. Bon, il y a ce match à Bordeaux, alors avec une anecdote encore magnifique de Courbis qui avait planté une patte de lapin dans la pelouse. Vous connaissez cette histoire? Ah non, pas du tout. C'est pour ça qu'on fait cette émission, tu me la racontes. Il avait planté une patte de lapin donc pour mettre en gros, pour mettre le mauvais sort sur c'est incroyable. les équipes adverses. Et il se dit, bah, maintenant, c'est moi l'équipe adverse. Donc, la veille, il va sur la pelouse, il escalade avec deux potes. Je ne sais pas s'il y avait Jacques Vaille dans le lot. C'est les collègues. C'est énorme. C'est quand José et Doumé, il va à Chabandelmas, il escalade. Il part, donc ça s'appelait Parc Lescure à l'époque. Il va au milieu, il va pour enlever le truc. Puis au moment de partir, je crois il y a un gardien ou un mec de la Sécu qui arrive qui dit oh c'est qui et tout. Et Courbis se regarde, genre vas-y, ils ont un truc où ils se regardent, genre vas-y, me casse pas les couilles toi. Et donc il s'est dit c'est parfait, il y avait ce truc qui permettait à Bordeaux de faire des trucs parce que c'est moi qui l'avais mis. Là j'ai enlevé cette patte de lapin, donc c'est bon. Et en fait ouais, c'est comme dans Mission Impossible 3, la patte de lapin, c'est un peu mortel parce que le lendemain bah, tu as pris 4 buts. Alors on se fait un peu voler. Parce que sur ce match, je me souviens très bien, il y a Luxin qui avait fait d'ailleurs des parties à ce poste-là, qui jouait latéral gauche. Et au bout de 5 minutes de jeu, il y a Ali Benarbia, assez malin. Je déteste Ali Benarbia. Enfin, je détestais Ali Benarbia, le joueur, pas l'homme, tout ça, machin. Mais comme il n'aimait pas Marseille, et il avait une dent contre Marseille, je le détestais. Et en fait, il marche sur les couilles de Peter Luxin. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Tu peux y aller. En fait, tu vois toute la mi-temps, tu vois Peter Luxin en fait qui boite. Et en fait, tu as l'équipe de l'OM, la défense entière, tout le monde prend l'eau. Mais en fait, ils regardaient tous le côté du latéral gauche et Luxin, c'était open bar, quoi. Les gars, ce que je vous propose, ça fait plus d'1 heure d'émission là qu'on a démarré. On n'a pas encore fini cette saison-là. Je vous propose de faire une finale un peu à la cliffhanger, vous savez, dans les séries où ça termine au meilleur moment. Et j'en profite aussi pour te demander ça, Romain. Est-ce qu'on ne ferait pas une partie 2 et où on démarrait directement par cette fin de saison haletante et cette défaite face à Parme en finale de Coupe UEFA et ces derniers matchs rocambolesques, l'OM qui gagne à Nantes et le PSG qui perd à domicile contre Bordeaux, qui offre le titre à Bordeaux. Est-ce qu'on ne ferait pas une partie 2 un peu plus tard dans la saison, les gars, pour bien évoquer ces derniers moments de Courbis à l'OM et ne pas bâcler ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il y a tellement à dire, je suis pour. Le meilleur reste à venir aussi, parce que moi j'écoute, c'est super intéressant depuis tout à l'heure et ça m'embêterait qu'on passe là rapidement 5-10 minutes sur la fin. Ouais. Romain, on dit ça te va aussi de faire ça un peu plus tard dans la saison? Avec grand plaisir, les gars, je vous dois bien ça. Ah ben super, surtout, on fera ça. Surtout que Mathieu, la semaine prochaine, on a un début de série qui va commencer. Oui, tout à fait. On va mettre la guerre, le feu à toute la team OM.
Oui, je pense que ça va vous plaire, chers auditeurs. On vous annoncera ça dans la semaine sur Twitter. On l'a N'hésitez déjà pas à nous annoncé la suivre semaine d'ailleurs. dernière, mais c'est bien, t'écoutes les émissions. Puis déjà, vous allez j'ai pas bientôt la 50, bientôt le numéro 50. Tout à fait. Tu es assidu, on voit ça. Tout à fait. C'est la 47e ce soir de l'émission et donc parce que l'année dernière on en a fait que 37. Et oui. Ça va toujours en travers de sa gorge. Mais crois-moi, j'étais énervé legit l'année dernière. Est-ce que vous êtes fait planter par Mamadou Niang, c'est ça? Non. Alors c'est vrai, un peu, mais c'était pas que. Moi, je voulais faire 38 pour la symbolique et on n'a pas trop. Les 3 autres étaient pas forcément passionnés par l'idée de faire une émission pour faire une émission et moi je m'en foutais. J'étais même prêt à faire un monologue juste pour histoire de dire on a fait une 38e. Et si tu veux, enregistre-toi pendant 5 minutes et tu mets épisode 38 et puis voilà. Ça y est, c'est passé, putain. En tout cas, comment merci ça Romain. se passe le contrat avec Apple, les gars? Ils vous ont pas payé du coup parce qu'on n'avait pas eu les 38, c'est ça? Ça, on a eu des embellis, on a eu des problèmes. Ouais, on évoquera ça hors antenne, s'il te plaît. Putain, mais du coup, la partie 2, est-ce qu'on ferait pas le pari de ramener Roland du coup? Ah bah oui. Alors là, c'est en fait, ce qu'il faudrait, pour des raisons de logistique, parce qu'après, sinon l'émission va durer 5 heures, bien que ça me dérange pas moi, mais il y a des gens qui nous écoutent, c'est est-ce qu'on le ferait pas, on ferait la partie avec Romain en live et tout ça, mais est-ce qu'on se calerait pas une interview hors ligne avec Roland et qu'après on cutterait, on ferait passer des passages pendant l'émission? Ah mais complètement. Bon, on en discutera. Ça serait plus écoutable pour nos auditeurs. C'est bien, on fait une conférence de rédaction en direct pour nos auditeurs. Là. Et surtout, d'ailleurs, ça me permet de remercier tout le monde, parce qu'avec Ama, on tient un peu les comptes de l'émission. Non, mais sérieusement, en plus, pour l'émission... Non, mais je rigole du commentaire d'Axel qui dit « Mathieu a vu Koh-Lanta démarrer, il voulait vous parler de Pablo Picamoya. » Axel, il y a un peu de ça. Mais c'est juste pour dire merci à tous pour le très gros succès de l'émission avec Sébastien Louis. Sur le mouvement ultra et la violence dans les stades sur les terrains de Ligue 1 depuis le début de saison. Entre nous, on s'était déjà dit que c'était sans doute la meilleure émission qu'on ait fait depuis le début de la création de ce podcast. Mais on est très 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 heureux que ça vous ait plu. Et croyez-moi, il y a une partie 2 aussi qu'on est en train de préparer avec Sébastien Louis qui arrivera pendant la saison. On va essayer de se caler ça selon ses disponibilités. Plutôt en 2022. Oui, plutôt 2022 que là jusqu'à décembre, on a déjà un gros programme. Mais vraiment, merci à vous et surtout pour les retours que vous avez fait sur cette émission-là, sur les réseaux de PTB. Sur cette émission et pas que, on a toujours des commentaires très sympas. Oui, toujours, mais surtout celle-là, franchement, elle a été super bien accueillie, on en est très content. Tout à fait. Et merci à toi Romain d'avoir été avec nous. Alors on te retrouve, tout le monde le sait, sur le Phocéen et depuis quelques jours sur la toute nouvelle chaîne BFM Marseille pour l'émission Virage Marseille. Donc pour tous ceux qui captent BFM Marseille dans le coin, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à l'émission de Romain. Tu veux la présenter partout, non? Tu veux la présenter rapidement, Romain, l'émission pour les auditeurs qui n'ont pas eu encore l'occasion de la regarder? Romain? Il est parti peut-être. Je crois. Non, il est là. Non, il est plus là. Il est là. Si, il est là. Il est là, mais on n'entend plus. En fait, pâte de poulet là aussi. Juste rapidement, son émission. Vu qu'il est pas là, c'est une émission de 20-25 minutes sur BFM Marseille et tous les replays de l'émission sont sur la chaîne Dailymotion ou à retrouver sur le site du Phocéen. Qui est partenaire de l'émission. Il y aura toujours Eric Dimeco avec Romain Canucci et se succéderont à chaque fois des personnages du paysage OM avec pour la première il y avait Alexandre Jacquin de la Provence avec Najet Rami et pour la deuxième il y avait Christian Cataldo et Florent Germain. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ça. Et malheureusement, on a perdu Romain, on le retrouvera. Donc, il m'a envoyé un message, ça a coupé chez lui, c'est pas pourquoi. Ah voilà. Écoute, merci Romain, et puis on aura l'occasion de te remercier de vive voix, et puis on se retrouve pour une partie 2 plus tard dans la saison. Et nous les gars, on se retrouve la semaine prochaine, donc avec la première du top 30. Des meilleurs ou des pires joueurs on fait, les gars? Non, alors, c'est pas les meilleurs, attention à l'appellation, c'est les plus grands joueurs. Les plus grands joueurs. Parce qu'il y aura des très bons joueurs qui seront classés assez moyennement. Tout à fait, le top 30 des plus grands joueurs. De l'OM au 21e siècle. Ouais. Voilà, tout à fait, de ces 20 dernières années. Donc, je pense que ça va être pas mal. Ça va mettre. Déjà, rien que nous, quand on va faire notre petite discussion privée pour savoir où est-ce qu'on classe qui, on va se discuter, ça va être drôle.
Ça va être drôle parce qu'il y a un Serbe qui va être classé assez haut. Et, Non. et la semaine prochaine, du coup, on va diviser l'émission en 3. Vous aurez le droit à notre classement. Mais bien évidemment, on vous invite à venir en débattre avec nous. Du coup, ce sera mardi parce que lundi, on a match, les gars. Bon, bref, on s'en fout. De la 30e à la 21e place. Voilà. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, à nous faire votre Oui, top on fera 30. une annonce avec Voilà. Ama cette semaine. Commencez à y sur le réfléchir. Voilà, Eh les bien, amis. écoutez, bonne semaine à tous et puis donc on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde.